Le général Abdourahmane Tiani, président du Niger aujourd'hui, a fait une sortie il y a encore quelques heures seulement où il a accusé directement son voisin le Bénin, mais aussi la France de vouloir ou alors d'avoir des projets de déstabilisation contre son pays. Le Niger, on rappelle que ce n'est pas la première fois que la France est citée tout le temps, mais le Bénin également, ce n'est pas la première fois que ce pays de l'Afrique de l'Ouest est cité dans des projets de déstabilisation. On se souvient également le Burkina Faso avec cette sortie il y a quelques semaines du capitaine Ibrahim Traoré qui n'est pas passé par 4 chemins pour indexer le pays du président Patrice Talon. Eh bien, Abdourahmane Tiani également qui est revenu sur un certain nombre d'éléments là-dessus, aussi en apportant une fois de plus des explications dans le cadre de ces accusations contre le Bénin de connivence avec la France. Prenons ce petit extrait effectivement de cet entretien du président Tiani qui va nous permettre de commenter cette actualité. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger, c'est propagé à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Les agents de la DGSE, justement français, qui ont été chassés des territoires du moins de l'AES ou alors de la Confédération des États du Sahel, sont repositionnés précisément, peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas, le général Tiani cite précisément le Bénin. Et on rappelle que dans l'intégralité de cet entretien, entre autres, le président Tiani confirme, du moins déclare que le 25 août dernier, le 25 août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société. Ces hélicoptères étaient déjà sur le tarmac de Kandji le 26 août pour donner la correction au Niger. Ce sont ses propos au Niger qui a osé dire trop, c'est trop, voilà, pour appuyer ses dires, effectivement, le président Tiani a une fois de plus apporté ces éléments et on va au fil justement de ce débat donner encore quelques déclarations du président Tiani, mais avant, docteur Sango, c'est vrai que la France nous intéresse, bien sûr, on reviendra certainement sur l'implication de la France dans les développements, mais c'est plus encore ce pays africain, le Bénin, qui nous intéresse encore un peu plus ce matin. Pays quand même voisin, surtout de l'Afrique de l'Ouest, accusé encore par le Niger d'un projet de déstabilisation, de connivence avec Paris. Mais je pense que c'est ce pays-là qui voudrait très bien qu'on s'intéresse à lui, à partir des actions qu'il implémente et à partir de sa politique stratégique et sous-régionale qu'il est en train de mener en concubinage avec les puissances occidentales. Oui. On ne parle pas du Bénin parce qu'on aime trop le Bénin ou alors parce que le Bénin a des choses, il y a un intérêt particulier. Oui. Non, on parle du Bénin parce qu'on ne veut pas que le mal de l'Afrique puisse passer par le Bénin, qui reste un pays africain. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons tous suivi l'intervention du président Tiani et il faut rappeler que ce n'est pas n'importe qui parle. C'est le président de la transition du Niger. C'est un haut stratège, c'est quelqu'un qui a fait du terrain. Et lorsqu'il tient des informations de ce genre-là, il faut prendre au sérieux ces informations. Il ne les tient pas sans des preuves. C'est parce que sur le terrain, il a des éléments palpables qui l'amènent à tenir ce genre de propos. La réalité, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est que depuis que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé d'expulser de leur sol les militaires étrangers, c'est-à-dire les militaires des Français et Américains, oui. Ce serait quand même un leurre que de penser que ces militaires-là étaient rentrés chez eux.
ces militaires-là ne sont pas rentrés chez eux. Ces militaires-là sont partis sans partir. Et ces militaires-là, en réalité, sont encore sur le territoire africain. Et c'est pour cela que le président Tchani, en collaboration de ces deux pairs, burkinabé et malien, insiste encore sur ce problème-là parce que le danger reste encore sur l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis du Mali, du Burkina Faso et du Niger qu'on doit rester tranquille. L'objectif aujourd'hui, c'est de chasser toutes ces bases militaires du continent africain pour que l'Afrique soit en quelque sorte en quiétude. Donc c'est pour cela qu'il insiste. Et après leur retrait donc de ces pays-là, on voit bel et bien que ces militaires-là se sont repositionnés au niveau, n'est-ce pas, des pays voisins de ces trois pays de l'AES. Et fondamentalement le Bénin. Oui. Justement parce que l'objectif de déstabilisation que les puissances occidentales ont, n'est-ce pas, nourri depuis que les trois pays ont décidé de prendre une direction souverainiste est encore présente. Cet objectif-là n'a pas encore disparu. Cet objectif-là n'arrive pas à s'implémenter justement parce que sur le terrain, il n'arrive pas encore à trouver des passerelles. Et ce sont ces passerelles-là qu'ils sont en train de chercher à travers les États interposés, les États voisins, n'est-ce pas, du Niger. Le Bénin, donc, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a d'abord eu le Mali et le Burkina Faso qui a d'abord posé la problématique du Bénin avec des preuves sur le terrain. Et le Bénin est toujours en train de se défendre en disant qu'il n'y a pas les bases militaires, il n'y a pas ceci. Il n'y a pas que les militaires qui doivent être sur votre terrain ou sur votre territoire pour déstabiliser l'autre terrain. On peut avoir d'autres personnes, même en civil. On peut également avoir des agents de renseignement. On peut même avoir à l'intérieur de ces pays-là des présidents qui nourrissent cette ambition de déstabiliser un autre État. Et là, c'est de la responsabilité d'un État menacé d'attirer votre attention, de faire des dénonciations sur le plan international pour que l'opinion soit informée de tout ce qui est en train de se passer. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, moi je pense que si ces affirmations, ces dénonciations que ces présidents de l'AES font sont importantes du point de vue communicationnel, parce que cette guerre a aussi des enjeux communicationnels, oui. Il faut tout simplement que ces États restent focalisés sur le terrain à travers des actions qui, à mon avis, doivent même amener ces États voisins-là c'est-à-dire à revenir sur leurs décisions, à ne plus accepter ces actions-là. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui la configuration de cette sous-région-là de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on a quand même la nette impression que les États de la CEDEAO, en réalité, aujourd'hui, sont dans une situation... c'est-à-dire, si on peut concevoir que les États de la Confédération de l'AES peuvent rencontrer des difficultés sur le terrain parce qu'ils sont partis de la CEDEAO, moi je dis que ces difficultés-là sont réciproques et je pense même que c'est plus les États restants de la CEDEAO qui ont plus besoin de ces États de l'Afrique de l'AES. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en réalité, en termes de marché, en termes, n'est-ce pas ici, de population, en termes même d'échanges commerciaux, la CEDEAO a pris un coup. Et on peut comprendre pourquoi elle ne fait que s'investiguer pour que ces États de l'AES puissent en revenir. Donc moi je pense que les États de l'AES doivent tout simplement continuer dans leur dynamique. Même s'il faut dénoncer, il faut continuer dans la dynamique de l'implémentation des actions sur le terrain qui poseront de plus en plus des effets qui feront mal à cette CEDEAO-là et à ces pays restants de la CEDEAO. Parce que moi je pense que si à long terme là, les États de la Confédération de l'AES réussissent à impulser ou à réaliser le projet qui est le leur, et nous savons le projet qui est porté par ces États-là. Il y a déjà la Confédération qui est née. L'objectif, c'est de s'acheminer à long terme vers un État fédéral de cette sous-région en sortant du franc CFA, par exemple, et en créant des banques centrales qui pourront permettre les échanges commerciaux. Si ces objectifs-là sont réalisés,
et implémentée. Je pense qu'il y a des États encore au sein de la CEDEAO qui vont revoir leur position, et qui vont commencer à douter de la persistance de la CEDEAO à continuer dans cette dynamique-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'a pas trop besoin de forcer le Bénin à revenir sur sa position. Ce sont les actions sur le terrain qui vont amener le Bénin à se reviser et à se raviser sur son comportement vis-à-vis du continent africain. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre derrière cette dénonciation du président Tiani. Merci à vous une fois de plus, Dr Sango. On va tout à l'heure, dans quelques minutes, aller au standard. On va profiter déjà pour afficher les numéros de téléphone. Mais avant, Madame Labarui, effectivement, le Bénin se défend. On reste sur le Bénin pour le moment, qui se défend face à ces accusations. Mais le général Tiani insiste, parce qu'on rappelle que le Bénin, dans ses réponses, le dit, il n'y a pas de base militaire. Du moins, nous n'hébergeons pas des militaires français sur nos territoires dans un projet de déstabilisation entre autres. Hein. Et dans sa sortie, M. Tiani le dit, alors il revient effectivement là-dessus et selon lui, alors il dit on a essayé d'utiliser des mots pour peut-être les gens ont fait du dilatoire, voilà, ce sont ses propos. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Nous le disons, il y a des agents de déstabilisation subversifs français à l'intérieur du Bénin. Madame Labarui. Écoutez, c'est bien qu'il soit sorti de son silence par rapport à ce que le Niger subit. Un message pour mes frères nigériens. Les États-Unis ne pardonnent jamais et n'oublient jamais. Parce que c'est le sionisme qui règne aux États-Unis aujourd'hui. Quand je dis qui règne, je parle des gens, les décideurs. Nous voyons ce qui se passe à Gaza, c'est pire qu'un génocide. Ça fait 18 ans qu'ils sont assiégés, et puis là, on est en train de les massacrer, et personne n'y peut rien. Ce qui se passe à Gaza, c'est un message pour tous ceux qui veulent se libérer. C'est ça la réalité. Quand vous connaissez l'histoire du sionisme, comment il a été créé, comment il est fait, et le sionisme a démarré avec des groupes terroristes dans le Haganah et le Haragon. Ce sont deux groupes terroristes qui ont formé l'armée israélienne d'aujourd'hui. Ça a un rapport avec ce qui se passe au Niger. Parce que les Nigériens ont décidé de s'opposer aux États-Unis. Et ça, la décision a été prise de faire payer au Niger le prix de toutes ces manifestations, le soutien qu'ils ont apporté à leur armée. Le peuple était prêt à subir une guerre et à faire une guerre. Ça, les États-Unis vont pas l'oublier, donc ils vont faire bouger des cartes. Et les cartes, ce que je disais tout à l'heure, j'ai été très profonde dans l'explication, les cartes, ce sont les traîtres, les agents, les terroristes, les mouvements qui ont été créés par George Soros et compagnie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils veulent pas aller directement faire la guerre au Niger, mais ils vont faire bouger d'autres choses. Le Mali est très important. J'ai fait plus de 200 émissions sur des télés panafricanistes par rapport au Mali et j'ai toujours insisté pour dire si le Mali se libère, eh ben ça va toucher. C'est un pays qui joue sur le reste et il va y avoir des mouvements pour se libérer. On a commencé par le Burkina et ma surprise c'était le Niger. Le Niger était très infiltré. L'armée était très infiltrée. Mais ce n'est pas l'armée qui a fait Monsieur Tiani, c'était plus la garde de Bazoum. Donc c'est cette garde-là. À cette époque-là, et ça je le rappelle parce que ça a à voir aussi avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Émiratis, et j'insiste tout le temps dessus, les Émiratis ont préparé 100 000 hommes pour créer une force d'intervention rapide. Et cette intervention rapide, c'était Bazoum qui faisait le lien avec Hamidti Doglo du Soudan.
100 000 hommes, c'est énorme. C'était en finir avec l'armée du Niger et en finir avec tout le reste. Et comme ça, on avait le pouvoir à vie. Parce que, justement, ils avaient peur d'un revirement de situation. On avait perdu le Mali, on avait perdu le Burkina, il ne fallait pas perdre le Niger. Aujourd'hui, M. Tiani, il sort de son silence pour dénoncer des endocolons, pour dire eh ben, l'Afrique subit, et l'Afrique subit parce que nous avons des traîtres. Et c'est ces traîtres qu'il faut dénicher. Et c'est pour ça qu'on j'appelle ceux qui veulent se libérer à la dénonciation. Si vous voyez qu'un voisin a l'habitude d'acheter 5 kilos de riz par semaine, il passe à 15 kilos, c'est qu'il y a un problème. Soit il cache un terroriste, soit il cache des traîtres chez lui. Donc il y a des petits détails peut-être pour vous, mais qui sont des grands détails pour les services de renseignement de ces pays. Mais ce qui s'est passé, le plus grave, il faut savoir comment fonctionnent les Nations Unies. Les Nations Unies quand on a décidé des décolonisations, donc on a passé certains pays sous tutelle des Nations Unies, eh ben, on a décidé de ne plus changer la carte géographique parce que les anciens colons avaient imposé ça. Et les États-Unis, ça ne les arrangeait pas. Ils ne peuvent pas s'infiltrer. Vous remarquerez que pour intervenir contre le Yémen, les Américains ont fait appel aux Anglais. Pour intervenir à Gaza et au Liban, ils ont fait intervenir les Français et les Anglais. Donc, il y a toujours ces anciennes puissances qui jouent un rôle au niveau des Nations Unies. Et ce que M. Gianni a fait, il a changé la carte géographique en créant la confédération avec les pays de la AES, donc le Mali et le Burkina. Et une confédération, ça change complètement la carte géographique et ça fout en l'air tout ce qui est accords internationaux au niveau de l'ONU. Et ça, le Niger est une cible parce qu'il y a les richesses qu'on gardait justement pour plus tard dans l'uranium, mais la richesse aussi, ceux qui exploitaient l'or du Mali, eh ben c'était soi-disant une entreprise maroco-canadienne, il leur a fermé la porte. Aujourd'hui, c'est les Émiratis qui jouent un rôle très important dans le pillage du Niger et ils veulent pas partir. Et ils ont des sales dossiers en ce moment au niveau des droits de l'homme, au niveau du tribunal aussi international, par rapport à tous les génocides qu'ils commettent un peu partout. Donc, les Émirats arabes, qui est un outil aussi du sionisme, est en train de prendre un coup, il est en faiblesse, donc on fait bouger le Bénin. On fera bouger d'autres pays, certainement. Kagame s'est calmé un peu parce qu'on commence à remarquer, on commence à dénoncer ce qu'il fait contre l'Afrique, donc il s'est calmé un petit peu. Eh ben, on va faire bouger ceux qui n'ont jamais rien fait, soi-disant, contre l'Afrique et qui le Bénin, mais qui avait pu imaginer que le Bénin pouvait jouer un rôle dans la déstabilisation? Moi, je le sais parce que je vais dans la profondeur des choses. Mais qui avait pu imaginer en Afrique? Eh ben, je crois que très peu de gens pouvaient s'imaginer que M. Gianni allait sortir de son silence pour dénoncer les endocolons qui continuent à nuire à notre souveraineté et à notre indépendance. Merci. Merci une fois de plus à vous, Madame Labaroui. Les endocolons, eh bien, le Bénin, malheureusement...